Bienvenue sur Thémis Culture. Aujourd'hui, dans notre émission Droit et philosophie, nous allons vous présenter le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau constate que l'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Pire encore, les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au désir d'en sortir. Ils aimaient leur servitude comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur abrutissement. C'est en ce sens qu'on pourrait parler d'esclaves contre nature et d'esclaves par nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Quoi qu'il en soit, céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. Toutefois, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Faut-il en conclure qu'il s'agit du droit du plus fort? Rien n'est moins sûr. Si c'est la force qui crée le droit, par conséquent, on rentre dans une spirale de violence. Ainsi, toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? Convenons donc avec Rousseau que force ne fait pas droit et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes, ou tout au moins aux autorités de facto quand la légitimité n'est pas établie. Néanmoins, on ne peut pas stipuler une autorité absolue et une obéissance sans borne, puisqu'on n'est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger. C'est pourquoi esclavage et droit sont contradictoires. Ils s'excluent mutuellement. Le problème fondamental dont le contrat social de Jean-Jacques Rousseau donne la solution est le suivant. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque société, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même. Il reste aussi libre qu'auparavant. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres a pris dans l'histoire différents noms: cité, république ou corps politique. La République est appelée par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple et s'appellent en particulier citoyens, comme participant à l'autorité souveraine, et sujets comme soumis
aux lois de l'État. L'État souverain tirant son être du contrat social ne peut jamais s'obliger à rien qui déroge à cet acte primitif, comme s'aliéner quelques portions de lui-même ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anéantir. Le pacte social renferme tacitement cet engagement que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps social. On le forcera d'être libre. C'est ainsi que le contrat social ouvre le passage de l'état de nature à l'état civil. Cela produit en l'être humain un changement très remarquable. En substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant, c'est alors seulement que la voie du devoir, succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Par le pacte social, nous avons donné l'existence et la vie au corps politique. Il s'agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. La fin de tout système de législation est le plus grand bien de tous. Ces deux objets principaux sont la liberté et l'égalité. L'égalité ne signifie pas que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes. Elles exigent la réduction des inégalités. Que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose du côté des grands modération de biens et de crédit, et du côté des petits, modération d'avarice et de convoitise. Quand le droit est systématiquement bafoué, souvent par ceux-là même qui ont la charge de défendre l'intérêt général, cela conduit inévitablement à l'effondrement de l'État. Or, quand l'État se dissout, l'abus du gouvernement, quel qu'il soit, prend le nom d'anarchie. En distinguant, la démocratie dégénère en ochlocratie, l'aristocratie en oligarchie, la royauté dégénère en tyrannie. En Haïti, pour notre malheur, nous avons expérimenté à maintes reprises les désastres consécutifs à l'effondrement de l'État. Il s'agit maintenant de redonner à la force publique le monopole de la violence légitime, de refonder l'État sur l'intérêt général et la primauté du droit. L'avenir est à ce prix. Merci de votre attention. Cette émission est la dernière de cette série. Au printemps 2026, une nouvelle saison Droit et philosophie commencera. En attendant, je vous invite à réécouter le podcast
de l'ensemble des émissions de la première saison Droit et philosophie. Joyeux Noël 2025 à toutes et à tous et bonne année 2026. À bientôt pour de nouvelles émissions sur Thémis Culture. Et je vous rappelle que Thémis Culture est présent sur Facebook. Rejoignez-nous sur la page Thémis Culture pour pouvoir retrouver toutes nos émissions.